Et donc, j'ouvre une session qui m'est chère à mon cœur, la chirurgie, une séance sur la chirurgie de la cheville et du pied. Je suis très honoré d'accueillir mes collègues qui vont nous parler de toute cette pathologie très gênante. Je vous rappelle simplement qu'au niveau du pied, on a 27 os, mais on a 32 articulations, c'est-à-dire qu'un os, c'est plusieurs articulations, ce qui rend la fonction plus compliquée, et que le pied est à la fois un organe qui permet une statique, mais aussi une dynamique. Et donc, il a deux fonctions, à la fois de vous maintenir debout, mais également de vous propulser. Cette séance sera co-présidée par mon collègue Jean-Yves Collard, que je suis très heureux d'accueillir. On va passer la parole à notre ancien président de l'EFAS. Alors, je vous rappelle que l'EFAS, c'est une association de chirurgiens de la cheville et du pied qui couvre l'Europe, la Turquie, la Russie et je crois même jusqu'au Japon, non? Non, mais on a des pays du Maghreb qui commencent à Oui, le faire pays du partie, Maghreb, c'est ça. l'Égypte aussi. Oui, oui, il y a l'Égypte, tout ça. Oui, oui. Donc, nous sommes très honorés d'accueillir le docteur Yves Tourné. La semaine dernière, non, il y a 15 jours, on a eu l'actuel président de l'EFAS qui est un Belge, C'est ça, Chris Butts. Chris Buck, voilà, qui était ici, qui a planché ici. Donc, on n'en sort pas de l'EFAS. Les syndromes de Haglund, pathologie compliquée, diagnostic, traitement et algorithme décisionnel thérapeutique, parce qu'effectivement, ce n'est pas toujours simple. Merci. 15 Alors, minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Jean-Yves Poilard, chers amis, Messieurs, Mesdames les académiciens, donc, je suis très honoré et très heureux d'être ici pour présenter ce sujet un petit peu ardu, mais fondamentalement chirurgical par rapport à d'autres pathologies du tendon d'Achille. Alors, quelques généralités d'abord diagnostiques et cliniques. C'est un conflit rétrocalcanéen et il est multifactoriel. Il va mettre en cause des désordres osseux, notamment la fameuse maladie de Haglund, qui est en fait un élément parmi tant d'autres, avec une hypertrophie de l'angle postéro-supérieur du calcaneus. Un calcaneus qui peut être, dans certains cas, trop long, qui peut être trop creux et qui peut voir se développer par des problèmes associés, des calcifications à l'insertion. Et puis, il y a un désordre des parties molles qui va venir s'associer à ce problème osseux, fait de bursite, de ténosynovite, de tendinopathie chronique d'insertion, comme on peut le voir sur cette IRM avec cette dégradation de l'anthèse, de l'insertion du tendon calcanéen sur le calcanéus, une rétraction des gastrocnémiens, avec donc cette rétraction de toute la chaîne suro-achilléoplantaire, comme on dit, et on voit associer parfois à ces problèmes de Haglund des aponévrosites plantaires. Donc, ce problème va être majoré, comme je le disais, par la rétraction des gastrocnémiens, qui est un sujet un petit peu à la mode, parce que, quand je dis à la mode, parce qu'on a mis en évidence qu'il existait et qu'il est commun d'ailleurs à plusieurs autres pathologies. Et je pense que Jean-Yves Poilard est un grand spécialiste des métatarsalgies, ne me contredira pas sur l'implication que peut avoir ce fameux tendon d'Achille ou système suro-achilloplantaire trop rétracté dans la genèse de troubles autres que d'ailleurs que celui de l'insertion du tendon d'Achille. Alors, sur un plan paraclinique, en fait, aujourd'hui, à mon sens, même si après on pourra parler du scanner en charge, puisque c'était un sujet dont vous avez débattu récemment, aujourd'hui, il y a deux grands examens techniques et paracliniques qui vont nous aider à prendre une décision à la fois diagnostique et thérapeutique. C'est les radiographies en charge, et j'insiste sur le thème en charge, qui vont donc nous permettre de voir quelle est la forme du calcanéus et l'existence ou pas de ces calcifications. Les mesures traditionnelles, peut-être on pourra discuter de cela, les mesures traditionnelles que sont celles de Fowler et Philippe, de Hennegan et Pavlov, de Chauveau-Liette, qui ont été donc des éléments qui ont essayé de quantifier quelle était la forme de ce calcanéus. Eh bien, dans beaucoup d'articles récents ou semi-récents, eh bien, ces mesures traditionnelles ne sont pas reproductibles par rapport au tableau clinique. Et donc, nous nous sommes penchés sur ce sujet. Ça a été le premier travail que nous avons effectué sur cette pathologie. Et nous avons défini quelque chose qui permet d'aider à la compréhension de la forme du calcanéus avec son excès de longueur d'une part et le fait qu'il était parfois trop creux. Et nous avons défini un rapport, le rapport de Tourné, X sur Y, où X sur Y est inférieur à 2,5, c'est un excès de longueur du calcanéus, et lorsqu'il est supérieur à 2,5, eh bien, c'est une normalité. Et puis le deuxième angle, qui est reproductible lui aussi dans l'analyse clinique de ces patients, c'est ce qu'on appelle le pitch angle, qui est en vert ici, et qui est donc pathologique lorsqu'il est supérieur à 20 degrés, qui signe donc l'existence d'un début de pied creux.
Et nous avons publié ça donc dans une revue internationale en 2018. Et puis le deuxième axe, même si on pourrait parler d'échographie aussi, mais le deuxième axe qui, en tout cas, moi, dans ma pratique quotidienne et puis dans bon nombre de cas, aide à la prise de décision, c'est l'IRM, avec des éléments sur la taille des calcifications, sur l'état de l'insertion du tendon calcanéen, et notamment un élément important, c'est l'évaluation de la zone de désinsertion, c'est-à-dire de la zone de rupture ou de pré-rupture de ce calcanéus, de ce tendon d'Achille, qui s'accrochant sur le calcanéum va être petit à petit déficient jusqu'à perdre ses attaches et donc entraîner bien évidemment des troubles fonctionnels importants pour le patient. Donc, fort de ces éléments diagnostiques, on va pouvoir établir un certain nombre d'éléments chirurgicaux parce que l'essentiel du traitement de ces pathologies de l'insertion du tendon calcanéen sont chirurgicales, à la différence du corps du tendon où là, le traitement est volontiers plutôt médical et n'est que rarement chirurgical. Là, dans les tendinopathies d'insertion et autres syndromes de Haglund, puisque pour moi, c'est un ensemble de choses, eh bien, le traitement est plutôt chirurgical. Alors, la technique qui a été longtemps utilisée, qu'on appelle la calcanéoplastie, qui est la résection du point postéro-supérieur pour diminuer finalement ce conflit entre le tendon d'Achille et le calcanéus, peut se faire à ciel ouvert avec des bons résultats immédiats et puis des résultats qui, au fur et à mesure du temps qui passe, eh bien, se dégradent et beaucoup de rapports dans la littérature en ont fait état. Il s'est développé, comme beaucoup aujourd'hui, des techniques mini-invasives, donc pour essayer de réséquer, mais sans ouvrir trop, cet os qui vient gêner l'insertion du tendon d'Achille, avec des meilleurs résultats à moyen terme par rapport au ciel ouvert, mais encore pour l'instant pas de recul sur le long terme. Et c'est là que ça sera intéressant, puisque le long terme est un élément important, est un juge de paix, je pense, de nos techniques chirurgicales. On en parlait tout à l'heure sur la formation et sur l'apprentissage. Quoi qu'il en soit, cette calcanéoplastie ne règle pas les problèmes intratendineux, qui ne sont pas modifiés par son geste, et puis ne modifie pas non plus la forme du calcanéus, il reste toujours long, il reste toujours creux. Deuxième technique, c'est l'ostéotomie de Zadek. Alors Zadek est un chirurgien qui remonte à l'avant-guerre et qui avait décrit donc cette technique chirurgicale. Ça a été ensuite modifié par plusieurs auteurs. Ces principes, c'est une ostéotomie de fermeture dorsale. Vous voyez ce point gris qui va être retiré et ça va permettre donc de faire passer, de basculer vers l'avant la grosse tubérosité et ça va donc permettre de changer tous ces points que j'ai mis en B, en A, en X et Y, et qui vont donc être modifiés, et ça va modifier à la fois la pente et la longueur, on y reviendra après. Alors la technique à ciel ouvert donc, est assez codifiée, le patient est installé en décubitus latéral, il y a une voie d'abord latérale, on pourra parler après du percutané, et les deux éléments qui sont importants, c'est le repérage de l'insertion postérieure du tendon, du ligament calcanéo-fibulaire, pour ne pas le couper donc, et la corticale plantaire qui va servir de base de référence. Si on se porte donc au niveau de la technique, on va peut-être un petit peu avancer. Donc le patient voilà, est installé en décubitus latéral. Il est ensuite, la voie d'abord est en arrière du passage, c'est les pointillés du supposé nerf sural, et il n'y a pas de dissection sous-cutanée, c'est un abord direct jusqu'à l'os, pour ne pas donc avoir de problème de cicatrisation. C'est un petit peu la règle d'or dans les abords du calcanéus, que ce soit en chirurgie froide ou en chirurgie traumatique. Ensuite, on repère donc la corticale plantaire et l'insertion du tendon calcanéen, du ligament calcanéo-fibulaire. Grosso modo, voilà le principe. Et puis ensuite, donc, l'ostéotomie est faite à la scie oscillante en prenant bien sûr garde de ne couper que la corticale latérale et on finit la résection du point, c'est-à-dire du côté médial que l'on ne voit pas, avec des ciseaux à frapper pour ne pas endommager les structures médiales. Et ce qui est important, c'est de bien respecter la corticale plantaire, c'est-à-dire ce qui est l'apex, hein, l'apex plantaire, pour garder une charnière plantaire. Ça permettra donc une meilleure consolidation de cette ostéotomie. Ce coin est retiré, ce n'est pas toujours aussi facile que dans la vidéo, mais là, j'ai eu de la chance ce jour-là. C'est parfois un petit peu plus besogneux. Ensuite, on va fatiguer la corticale plantaire pour ensuite permettre la fermeture de cette corticale. Voilà, on la fatigue un petit peu, mais on la respecte et ça va permettre donc, par une flexion dorsale, de la fermer. Ensuite, il y a une fixation provisoire par des broches et ensuite, on peut utiliser des broches
ou des plaques. Ce n'est pas finalement ça qui est fondamental. La largeur du point est de l'ordre de 8 à 10 mm, mais on pourra aujourd'hui, je pense, c'est les travaux qui sont en cours, peut-être optimiser la taille du point avec les données du scanner en charge, par exemple. Alors, la fermeture se fait de façon automatique par la dorsiflexion. Vous voyez qu'en faisant une dorsiflexion, eh bien, le point se ferme tout seul, permettant donc la bascule vers l'avant de la partie postérieure du calcaneus. Les nombreux moyens de fixation ont été décrits, on y reviendra. À côté de cette technique qui a le mérite d'avoir été la première à décrire, des techniques percutanées se font le jour aujourd'hui, et mes collègues de Barcelone, parce que je n'en ai pas cette pratique, m'ont permis de présenter leurs images, où on essaie de reproduire à peu près la technique, mais en faisant de la chirurgie percutanée, en utilisant un amplificateur de brillance, et ça permet ainsi de réséquer ce point, et vous voyez que là aussi, la corticale plantaire est maintenue, et par la fermeture aidée mécaniquement et par la flexion dorsale, on ferme donc le point que l'on va ensuite fixer, cette fois-ci par des vis, puisqu'il n'y a pas d'ouverture suffisamment importante pour mettre une plaque. Alors, les effets biomécaniques sont très intéressants et ça explique les effets cliniques. Et ça, on a publié ça, donc c'était le deuxième travail que nous avons fait en 2022 dans Foot and Ankle Surgery. Cette technique va raccourcir le calcaneus, puisque le rapport X sur Y qui était inférieur à 2,5, parce que c'est pour ça qu'on avait opéré le patient, devient supérieur à 2,5, que le pitch angle diminue, donc on va horizontaliser, le pied sera un petit peu moins creux, donc le pitch angle va diminuer par cette technique. Mais on va aussi diminuer le conflit avec le tendon d'Achille, puisqu'on va faire basculer la grosse tubérosité vers l'avant. Ça va donc donner un petit peu d'espace au passage du tendon calcanéen. Et ça va diminuer le bras de levier du tendon calcanéen, puisqu'on va en fait améliorer la flexion dorsale de la cheville sans avoir à allonger les gastrocnémiens. Et ça, c'est corrélé au score fonctionnel. Et c'est un troisième travail que j'avais réalisé et qui a permis donc de mettre en évidence cela. Et c'est très intéressant puisqu'il n'y a pas de perte fonctionnelle tout en ayant une meilleure fonctionnalité du système suro-achilloplantaire. On a publié ces résultats là en 2022. Ça, c'était les premiers résultats cliniques avec donc une très bonne amélioration de tous les scores, ce qu'on appelle les PROM, les AOFAS et puis les VISA, avec une signification statistique, et des données radiologiques qui, là, elles aussi, se sont améliorées de façon significative, tant sur le X sur Y que sur le pitch angle. Et puis notre troisième travail, donc, qui était un travail d'évaluation de la dorsiflexion, avec une amélioration moyenne de la dorsiflexion de plus de 7 degrés, une amélioration de tous les scores fonctionnels, malgré cet effet d'allongement du tendon calcanéen, où il n'y a pas de perte de force musculaire, et une corrélation entre les scores fonctionnels et l'amélioration de la dorsiflexion. Et ça a été retrouvé d'ailleurs dans d'autres publications antérieures et postérieures à la. Alors, est-ce que cette ostéotomie de Zadek, ce geste osseux, est un geste isolé? Souvent oui, mais parfois non. Et en fonction de l'importance des calcifications, de l'état de l'insertion du tendon calcanéen, il va falloir faire des gestes combinés à l'ostéotomie de Zadek, et c'est toute l'importance du bilan IRM couplé aux examens radiologiques. Et on va voir donc que ces gestes-là vont pouvoir être proposés. Alors, lorsque les calcifications sont très importantes et vont au-delà du conflit et majorent de façon importante le conflit, eh bien, je crois qu'il est licite de proposer la résection de ces calcifications. Et dans ces cas-là, il va falloir désinsérer et réinsérer le tendon calcanéen, soit au moyen d'encre, soit avec un système d'encre double rang et de bandelettes, comme on peut faire au niveau de l'épaule. Les techniques percutanées, elles aussi existent et elles sont en cours d'évaluation. Donc là aussi, on a une vidéo. Peut-être. Voilà. Je vais un petit peu accélérer. Donc là, la voie d'abord est postérieure. On peut combiner tout à fait ce geste sur le tendon d'Achille avec un geste d'ostéotomie de Zadek. Le patient est installé dans la même position, c'est-à-dire qu'il est en décubitus ventral. En faisant de la rotation externe de la hanche, on fait l'ostéotomie de Zadek. Et en remettant le pied en position neutre, eh bien, on a une voie d'abord postérieure. Ça permet de désinsérer ce tendon calcanéen, de réséquer ensuite le coin s'il y a besoin, et puis d'enlever ces volumineuses calcifications. Vous voyez ici ces volumineuses calcifications qui empoisonnent bien sûr la vie du patient et qui se rajoutent au conflit lui-même et qui ont été générées par cette tendinopathie d'insertion qui est devenue une tendinopathie calcifiante. Donc, on va réséquer ces calcifications.
On va ensuite réséquer le coin dit de Haglund en complément. Et ensuite, on va procéder au réaccrochage de ce tendon calcanéen, comme on le fait un peu dans la coiffe des rotateurs. On va utiliser donc des systèmes d'encre double rang qui vont donc permettre la refixation par des encres et des bandelettes du tendon calcanéen qui, je vous le rappelle, a besoin d'un ancrage très fort parce que le tendon calcanéen, c'est le tendon et le muscle le plus puissant, un des plus puissants de l'organisme. Alors, ce qui est important aussi dans cette technique, c'est que finalement, lorsqu'elle est utilisée de façon isolée, dans de rares cas, sans avoir recours à l'ostéotomie de Zadek, le fait de réinsérer le tendon calcanéen plus proximalement par rapport à son insertion habituelle va avoir un effet de détente et donc va avoir un effet d'allongement tel que le produit l'ostéotomie de Zadek. Donc voilà un petit peu le système, les bandelettes, je ne vais pas tout passer parce que ça n'a pas d'intérêt. Le principe, voilà, c'est on réinsère avec des bandelettes et ensuite une deuxième série de vis va permettre d'améliorer ce réancrage. Alors, lorsque le tendon d'Achille est en très mauvais état, puisque l'IRM nous a dit qu'il en était ainsi, eh bien, l'ostéotomie de Zadek ne va pas suffire. Il va falloir améliorer la vascularisation et la cicatrisation du tendon. Et on va faire donc un renfort biologique de son insertion au moyen de ce qui est aujourd'hui le gold standard, c'est le fléchisseur propre du gros orteil, de longueur requise variable, mais qu'on va minimiser par l'utilisation d'une vis d'interférence. La voie d'abord est postéromédiale, là encore, et on va pouvoir donc utiliser des techniques percutanées. Je vais passer rapidement sur la vidéo pour vous montrer la voie d'abord, là aussi, qui est postéromédiale. On va chercher le tendon du fléchisseur propre du gros orteil. On voit apparaître son corps musculaire. Et puis, ce tendon est ensuite repéré. On fait bien attention, bien évidemment, au passage en dedans de ce tendon du fléchisseur, au passage des rameaux nerveux, notamment du nerf tibial postérieur et de ses branches. Et ensuite, ce tendon va être libéré de son accroche sur le gros orteil, sans avoir à aller le chercher bien plus loin, puisqu'on a besoin d'une faible course, puisqu'il va être réinséré, en fait, au pied du calcanéus par une vis d'interférence. Le pied est en position neutre. Et là encore, ce geste peut être combiné à l'ostéotomie de Zadek. On va mesurer donc la taille que l'on veut et on va ensuite le refixer par une vis transfocale dans le calcanéus. Alors, la glorine décisionnelle que l'on peut proposer aujourd'hui pour les syndromes de Haglund, eh bien, en premier état, il faut mesurer le pitch angle et la longueur du calcanéus parce que ça va nous fixer le débat. Et ça, c'est le travail de 2018. Lorsque ces rapports sont normaux, eh bien, on va pouvoir faire une calcanéoplastie. Mais pour moi, dans ma pratique professionnelle, ces cas sont devenus de plus en plus rares, car la plupart du temps, ces valeurs sont anormales et je fais régulièrement une ostéotomie de Zadek. Et puis, lorsque les calcifications sont très importantes, lorsque le tendon d'Achille est très détérioré, d'où l'intérêt de l'IRM, eh bien, je vais réséquer et réinsérer ce tendon calcanéen où je vais améliorer sa vascularisation en faisant un transfert du fléchisseur propre du gros orteil. Les futurs du traitement des syndromes de Haglund, les résultats à long terme des techniques percutanées qui méritent donc une évaluation, que ce soit celle de Zadek, le transfert ou le speed bridge, les planifications préopératoires, orientation de l'ostéotomie, position de l'apex, la taille du coin réséqué seront peut-être des éléments dont la réponse nous sera donnée par le scanner en charge. Et puis peut-être aussi l'automatisation encore. On vous parlait tout à l'heure de robotisation, on n'en est pas encore là, mais on peut utiliser des guides personnalisés avec les fameux PSI. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Yves. Non, tu restes là, s'il te plaît. L'intervention de Zadek est quand même une intervention compliquée. Parce que je trouve que tes films étaient très bien, mais parfois, ce n'est pas si simple que ça, de retirer le coin. Pourquoi? Parce que ça adhère fortement en médial. Et deuxièmement, la plastie est parfois difficile aussi. Donc, je trouve que c'est une intervention compliquée. Moi, je fais beaucoup plus de percutané qui est plus simple. Y a-t-il des questions? Y compris de l'étranger, là. Vous êtes tous branchés, là. Est-ce qu'il y a des questions de l'étranger? Ah, une question. Professeur Morvan. C'est ce qu'il faut.
Non, je suis juste docteur. Quoi? D'un point de vue biomécanique, on sait qu'il n'y a pas une anthèse d'Achille, mais deux. Il y a l'anthèse du dessus qui pousse et l'anthèse du dessous qui tire. C'est vrai que quand on fait un ZADEC, on respecte l'anthèse du dessus. L'anthèse du dessus absorbe 30% des contraintes pour 70% pour celle du dessous. Quand on ressèque le coin supéro-postérieur du calcaneus, on enlève cette anthèse supérieure et donc on surcharge l'anthèse distale, l'anthèse du bas. Donc biomécaniquement, il y a un truc là, moi, qui m'a toujours gêné. Alors, je pense que le ZADEC, pour moi, est devenu le gold standard et je ne fais plus de résection isolée. C'est plus logique, oui. Voilà, j'avais commencé à faire des résections isolées parce qu'on m'avait appris à faire ça. Et puis, j'ai vu un certain nombre de patients revenir et qui n'allaient pas bien. Et c'est de là qu'est partie l'analyse un peu plus fine de la forme du calcaneus et de la mise au point, avec des travaux biomécaniques, de la mise au point de cette du renouveau de l'ostéotomie ZADEC, parce que ce n'est pas moi qui l'ai mise au point, mais en tout cas de l'utilisation de l'ostéotomie ZADEC dans ma pratique. Et après, partie de là, effectivement, la diminution des conflits, le respect de la force musculaire, tout en ayant une augmentation de la dorsiflexion. Et ça rejoint un petit peu ce que vous dites sur les deux types d'anthèse du tendon calcanéen. Et si je puis me permettre, toujours restant dans la biomécanique, le long fléchisseur propre de l'hallux est un assistant de l'appareil extenseur du pied. Donc le fait de le resséquer pour remplacer Achille a tendance à surcharger Achille. Alors, il y a eu plusieurs publications qui ont été faites là-dessus parce que non seulement, la question surtout qu'on se posait au départ, c'est est-ce qu'on ne va pas déshabiller Pierre pour habiller Paul? C'est-à-dire, est-ce que le fléchisseur propre du gros orteil ne va pas manquer au patient en tant que fléchisseur propre du gros orteil avant d'être un surchargeur éventuellement du tendon calcanéen? Et donc, il y a eu deux travaux qui ont été faits, dont je ne me rappelle plus les auteurs, sur les sportifs de haut niveau, qui avaient donc des problèmes de ce type-là, soit des trailers, soit des triathloniens, soit des marathoniens, qui avaient des problèmes d'anthèse. Et le fait de leur avoir piqué, entre guillemets, le tendon fléchisseur pour le mettre, pour faire travailler et pour aider le tendon calcanéen, n'a pas eu de répercussion sur leur performance. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue à utiliser le fléchisseur propre du gros orteil comme étant un élément, c'est pas tellement l'élément tendineux, c'est le corps musculaire qui est très bien, parce que le tendon lui-même, il n'est pas très puissant. Le fléchisseur propre du gros orteil n'est pas très puissant. Par contre, il a un corps musculaire qui, lui, est très, très vascularisé et qui va venir faire une espèce de patch, de rustine vasculaire à toute la zone calcanéenne, à toute la zone du tendon calcanéen malade. Qu'est-ce qui parle? Professeur Schanberg, c'est toi qui parles? J'ai deux aspects. Le premier, on nous apprenait quand j'étais petit qu'il y avait les calcanéums bossus et joufflus. Le joufflu a disparu ou c'est une particularité qui n'a rien à voir avec le agloun? Alors, le bossu, j'achète. Le joufflu, je ne sais pas trop. C'est plus un conflit latéral. Alors, effectivement, dans le cadre du problème du aglone, entre guillemets, mais aujourd'hui, pour moi, c'est des syndromes de aglone. C'est un peu une espèce de fourre-tout dans lequel on retrouve le calcaneus bossu, mais le calcaneus trop creux, le calcaneus, voilà, tout ce que j'ai raconté. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est une espèce de fourre-tout où les choses sont plus ou moins associées, notamment surtout en termes de longévité ou d'ancienneté du problème. C'est-à-dire qu'on retrouvera très peu de calcification chez la jeune fille qui commence à avoir des douleurs parce qu'elle a un calcaneus trop long et trop bossu. Il n'y aura pas de calcification. Par contre, sur le marathonien de 50 ans, là, on va commencer à avoir des calcifications parce qu'il y aura une antériorité, une ancienneté de l'évolution. Mais le calcaneus joufflu, c'est des gens qui ont des ulcérations, non. des conflits latéraux et qui sont gênants. Et traiter les deux en même temps, c'est compliqué. Le dernier point, c'est que la bonne tolérance de la résection du fléchisseur propre me paraît liée au fait que, du point de vue anatomique, on a des anastomoses entre le fléchisseur superficiel et voilà. Et c'est à mon avis tout à fait. Le secret, disons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, lorsqu'on l'insère, lorsqu'on ne prend que la partie utile, on n'est pas obligé d'aller de insérer, on n'est pas obligé d'aller dans le nœud de Henry, où là, effectivement, il faut libérer toutes ces adhérences.
et où là, on se passe à ce moment-là de la suppléance du fléchisseur commun des orteils sur la fonctionnalité du fléchisseur. Ceci étant, les patients, ils ont quand même une perte. Oui, donc, Mais ce n'est pas une perte gênante. Et on peut, si vraiment il y avait une gêne, mais ça ne m'est jamais arrivé pour l'instant, finaliser et faire une arthrodèse de l'interphalangienne. Mais c'est des cas, moi, que je n'ai jamais rencontrés à titre personnel. je pense que la perte n'est jamais totale. C'est ça. Une dernière question du docteur Coilard. Yves, tu modifies donc l'anatomie du calcanéus concerné. Oui. Est-ce que cette modification est à l'origine de doléances à moyen terme de tes patients, en termes de chaussage ou de déroulé du pas? Ça, c'était une discussion que j'avais eue avec Beat Interman en disant oula, surtout pas d'ostéotomie d'ADEC parce que j'ai un copain à moi qui a été opéré d'une ostéotomie d'ADEC qui ne peut plus se chausser. Donc, effectivement, c'est sûr que si on fait des résections très importantes, on va avoir des problèmes de chaussage parce que le galbe postérieur de la chaussure, mais dans les ostéotomies d'ADEC aujourd'hui faites avec tact et modération, hein, pour reprendre des mots qui nous sont chers, nous, dans notre métier, eh bien, il n'y a pas de souci de ce type-là. Je pense que le problème serait de laisser, c'était ça, parce que moi, ma courbe d'apprentissage, ça a été des calcanéoplasties, puis des patients qui n'étaient pas contents, j'ai fait le ZADEC, et puis des patients qui étaient toujours pas contents, parce qu'en fait, j'avais sous-estimé la qualité du tendon, d'où l'importance d'ajouter parfois à l'ostéotomie de ZADEC un transfert du fléchisseur propre du gros dentier. Tout à fait. Je crois que c'est très important. Merci beaucoup au docteur Tourné.